Bonjour à tous et bienvenue dans cette ARMA numéro 3 du E3A. C'est la dernière pour cette année et c'est la dernière aussi dans l'histoire de la biophie vu que les là sont pas de biophie. Triste. Moi je vais vous présenter l'exercice 1. Du coup je vous ai pas remis l'énoncé mais vous le savez c'est le réacteur de Tchernobyl qui se réveille 34 ans plus tard, tout ça. Et on va passer direct à la correction des questions. La question 1. Fallait compléter une suite de désintégration en déterminant quelle désintégration correspondait à chaque flèche et pour cela, fallait les définir exhaustivement. Du coup, on avait l'uranium 235-92 qui subissait une désintégration alpha pour devenir du thorium 231 de l'hélium. Du coup, on devinait que c'était cette désintégration-là parce qu'on donnait un des chiffres de l'hélium et il n'y a que l'hélium qui a le 4 et le 2. Du coup, c'est hyper facile à deviner que c'est une alpha. Et ici, il faut faire attention à ne pas considérer l'électron comme un produit de cette réaction, mais comme un substrat pour la réaction d'après. Parce que du coup, celle d'après, c'était une capture électronique, où le thorium devenait de la C231 et un neutrino. Du coup, après la C231, on retrouvait encore une fois le 4 ou le 2 de l'hélium. Du coup, on savait que c'était une dernière désintégration alpha pour devenir le francium 227. Pour ce qui est des définitions, du coup, l'intégration alpha, elle est réalisable sur des noyaux lourds, elle libère de l'énergie sous forme d'énergie cinétique qui vaut entre 4 et 8 mégaélectronvolts, et parfois elle se caractérise aussi par des émissions gamma. Ça produit un spectre de raies et ça a une profondeur de pénétration très faible. Du coup, ça pour l'instant, c'est pas trop inquiétant. La deuxième transformation, c'est une capture d'électrons. Elle a lieu lors d'un excès de protons, elle émet un neutrino et elle se caractérise par une émission de photons en cascade. Ces photons d'origine électrique, ce sont des photons de fluorescence. La question 2. Au bout de 72 heures, quelle sera l'activité du dernier noyau obtenu? Dans un premier temps, on va essayer de trouver la constante de radioactivité à partir de la période qu'on nous donnait. On transforme du coup la période avec le ln de 2 sur T qui nous donne la constante de radioactivité. On n'oublie pas de bien mettre en secondes la période et ça nous donne 4,677 10 exposant moins 6 secondes moins 1. Et on utilise la formule de l'activité à un temps t qui vaut l'activité initiale fois l'exponentielle de moins lambda t avec lambda la constante de radioactivité. On remplace par les valeurs numériques, on utilise 2,4 curie qu'on n'oublie pas de transformer en becquerel pour être en désintégration par seconde, et on multiplie par l'exponentielle de moins lambda t avec les valeurs numériques. On obtient une valeur de 2,649 fois 10 exposant 10 becquerel, donc 0,714 curie. La masse du dernier noyau après un temps équivalent à 6 fois sa période. Alors déjà, dans un premier temps, on va calculer l'activité au bout de 6 périodes. Du coup, l'activité au bout de 6 périodes, c'est comme l'activité initiale divisée par 2 exposant 6. 2 exposant 6, ça fait 64. On remplace l'activité initiale comme tout à l'heure en n'oubliant pas de la convertir en becquerel. Et on obtient une activité à 6 périodes qui vaut 1,39 10 exposant 9 becquerel. On peut maintenant placer cette activité dans la deuxième formule, qui est la masse égale la période fois l'activité fois la masse molaire sur le nombre d'Avogadro fois ln de 2. Du coup, on remplace avec les valeurs numériques, toujours en secondes la période, 148 200, fois l'activité qu'on vient de calculer, fois 227 pour la masse molaire du francium. C'est donné parce que du coup la masse molaire c'est le petit a dans l'élément qui est en haut à gauche, du coup elle n'est même pas à calculer, enfin elle se trouve directement. On divise par le nombre d'Avogadro qui est dans les données, 6,022 fois 10 exposant 23 fois ln de 2. On se retrouve donc avec une toute petite masse du noyau de 1,12 fois 10 exposant moins 7 grammes. Ça c'est une question un peu plus de cours, et en plus on l'a déjà dit avant, c'est comment se caractérise l'énergie libérée lors de la deuxième transformation, mode de rayonnement. On sait que la deuxième transformation c'est une capture électronique, et dans ce cas-là, il y a une émission de photons en cascade qui sont des photons électriques, donc des photons de fluorescence.
Et enfin, la dernière question, c'est un petit QCM de cours, au cocher là où les réponses vraies. Alors, les réponses c'est A, B, C, E. Les fermions, ça correspond bien à des quarks et des leptons, des électrons et des neutrinos. Une transformation isobarique, c'est bien le résultat d'un changement de propriété d'un quark correspondant à sa charge. La réaction nucléaire par neutron, ça peut se réaliser avec un neutron thermique. C'était dans les annales, du coup, faut le savoir, parce que des fois, il aime bien faire des petits items qui sortent de l'ordinaire. Pendant l'équilibre séculaire, du coup, c'est pas l'activité du noyau B qui est constante, c'est celle du noyau A. Et les transmutations par protons peuvent être réalisées par un cyclotron. C'est un tout petit élément de cours à la toute fin. Pareil, il le donne pas spécialement souvent, mais vu qu'il aime bien faire des petits items qui changent d'ordinaire, cette année on vous a mis celui-là pour vous entraîner. Voilà pour l'exercice 1. Salut! Du coup, nous on se retrouve pour la correction de l'exercice 2 de l'ARMA. Donc c'est un exo de radioactivité comme les autres, avec des désintégrations et des calculs d'activité, notamment en solution. Donc rien de très compliqué, vous allez voir si jamais vous n'avez pas réussi à le faire. C'est plutôt simple, c'est que des choses vues en TD évidemment. Du coup l'énoncé, le terrible Pinède, le grand prêtre de l'enfer infernal, ne vit que pour infliger et s'infliger les tortures les plus extrêmes qui soient. Afin de repousser les limites de la souffrance, il kidnappe un pauvre médecin nucléaire du CHU de Caen et le force à lui injecter une solution d'indium 107 en intraveineuse, en espérant que cela lui infligera les tourments infinis auxquels il aspire. Bon, là on n'a pas trop d'infos dans l'énoncé pour le moment, ce sera dans les énoncés des parties surtout, si ce n'est qu'on va bosser avec de l'indium 107, et on a surtout toutes nos données, donc il y en a énormément, mais voilà, faudra venir les chercher au fur et à mesure de l'exercice quand on en a besoin. Partie 1. Le prêtre infernal force le médecin à lui expliquer les principes de la désintégration de l'indium 107. Ce dernier lui explique que le noyau indium se désintègre en un noyau de cadmium. Il lui signale aussi que la désintégration est suivie d'un rayonnement gamma de fréquence 5,8 10 puissance 19 Hz. Ok. Du coup, maintenant, question 1. Quelle est la longueur d'onde du rayonnement gamma en picomètre, en femtomètre? Alors, le rayonnement gamma, on utilise la formule qu'on voit surtout en UE1, mais qu'on doit aussi connaître en UE3, qui est l'énergie d'une particule gamma, c'est égal à la constante de Planck fois la vitesse de la lumière, le tout divisé par sa longueur d'onde. Ce qui est aussi égal à la constante de Planck fois la fréquence. Parce que la fréquence, c'est égal à la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde. Du coup, on manipule notre formule et on obtient longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière sur notre fréquence. On reprend juste maintenant les données qu'on avait. On a la vitesse de la lumière, la fréquence dans les bonnes unités internationales. Ça nous fait 5,17 10 puissance moins 12 mètres. Vu qu'on sait que 1 mètre c'est 10 moins 12 picomètres et aussi 10 moins 15 femtomètres, on fait la conversion et on obtient 5,172 picomètres et 5172 femtomètres. Deuxième question, on nous demande quelle est l'énergie du rayonnement gamma en joules et en gigaélectrovolts. Alors là, on reprend notre formule qu'on vient de voir juste avant. Le plus simple à faire, c'est de passer directement par la fréquence en multipliant par la constante de Planck. On obtient ça nous fait du coup, cette différence d'énergie est égale à 6,626 fois 10-34 fois 5,8 fois 10 puissance 19. Donc on est toujours en unité internationale, super, on obtient 3,84 10-14 joules. On fait la conversion qu'on a dans les données, on nous donne la valeur d'un joule, enfin un électronvolt, combien ça fait en joules. On divise notre valeur en joules par cette valeur-là et on obtient 2,4 10 puissance 15 électronvolts. Maintenant, on sait que pour 1 électronvolt, ça fait 10 moins 19 gigaélectronvolts. Donc on divise par 10 puissance 9, on multiplie par 10 puissance moins 9 pour obtenir notre valeur en gigaélectronvolts, à savoir 2,4 10 puissance moins 4 gigaélectronvolts. Et voilà du coup les deux manières, les deux expressions de notre valeur dans différentes unités. Troisième question, quelles sont les caractéristiques du rayonnement qui précède le rayonnement gamma, nature et énergie maximale? Alors déjà, il faut déterminer à quel rayon on a affaire. Donc pour ça, on va compléter l'équation de désintégration. Donc on a notre noyau d'indium 107 qui se désintègre en noyau de cadmium
107. Le cadmium, du coup, son numéro atomique, c'est 48, alors que c'est 49 pour l'indium. Donc, on voit bien que si on veut respecter de part et d'autre de notre flèche de désintégration les valeurs, numéro de masse c'est bon, par contre numéro atomique c'est pas bon. Donc il nous manque 1 du côté du cadmium. On rajoute le plus 1, ça correspond aux valeurs d'un positron, parce qu'on a 0 au nombre de masse et plus 1 au numéro atomique. Et donc cela veut dire qu'on a affaire à une désintégration bêta, parce qu'on émet un positron, donc on rajoute en plus un neutrino. Donc qu'on symbolise par ce symbole et qui est 0, 0. Là, il y a une subtilité aussi, c'est vu qu'on a une émission gamma, on passe par on passe par le cadmium qui est dans un état excité, donc qui n'est pas encore stable, donc il va encore derrière pas vraiment se désintégrer, mais il va perdre ce petit astérix qui symbolise qu'il est excité et émettre une particule gamma. Donc positron, désintégration bêta+. Oui, j'ai pas précisé, c'est bêta+, oui. Je dis bêta depuis tout à l'heure, mais c'est bêta+, du coup, vu que c'est un positron, et pas bêta-. Ça aurait été bêta- si on avait un électron. Les caractéristiques sont un spectre polyénergétique et continu. Ça, c'est une des caractéristiques importantes des intégrations bêta, plus ou moins. L'émission d'un positron et d'un neutrino, ça vaut que pour bêta+. Parcours en ligne brisée finie. Ça veut dire que notre positron, quand il va partir, enfin il va être éjecté du noyau d'indium pour faire du cadmium, il va parcourir un chemin comme ça, de manière brisée, en zigzag, et fini parce qu'à un moment il va s'arrêter, et en fin de parcours, il va émettre 2 photons d'énergie 551 kV, par une réaction qu'on appelle l'annihilation. Ça c'est hyper important de savoir qu'à la fin de son parcours, le positron ici il va émettre des photons, parce que c'est hyper utile en imagerie médicale. Parce que évidemment là on a une émission gamma qui est faite en plus dans notre réaction, mais c'est pas toujours le cas. Et donc c'est vraiment ces photons là, ceux de l'annihilation, qu'on va choper pour faire de l'imagerie médicale au CHU notamment. Et enfin, dernière donnée sur la désintégration bêta+, on a une énergie de l'ordre du méga électron-volt, on la calcule par la formule E égale mc2 comme d'hab. Ça nous donne une valeur en joules, ou alors défaut de masse en UMA fois 931,5 pour avoir directement la valeur en méga électron-volt. Maintenant, il faut qu'on calcule l'énergie de la désintégration. Du coup, on prend la formule qu'on vient de voir, on fait directement en méga électron-volt, c'est plus simple. Donc défaut de masse fois 931,5. Et sauf que là, il y a une subtilité dans ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas intégré la masse du positron dans notre défaut de masse. On a juste fait la différence entre la masse des deux noyaux, multipliée par 931,5, et derrière, on a enlevé 0,511. Pardon. Et ça, ce 0,511, ça correspond à l'énergie du positron. Donc plutôt que mettre la masse de notre positron en kilos qu'il faut remettre en UMA dans notre défaut de masse, c'est long à taper dans sa Casio, c'est relou, on calcule juste le défaut de masse en prenant juste en compte les noyaux, on multiplie, on obtient une valeur en méga électron-volt et on enlève l'énergie du positron. Il ne faut surtout pas oublier de l'enlever par contre. Et ça nous donne 2,97 méga électron-volt. Vous pouvez, si vous préférez, intégrer directement la masse du positron dans le défaut de masse. Par contre, il ne faut pas derrière réenlever 0,511. Mais là, la méthode qu'on fait, elle est plus rapide, elle fait gagner du temps. Donc c'est plutôt pas mal. Question 4. Quel est le schéma de désintégration du passage de l'indium 107 au cadmium? Bah voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas un truc qu'on va vous demander le jour du concours, ça, mais ça permet de bien visualiser ce qui se passe en fait. C'est assez pratique. Moi, je le faisais souvent au brouillon. Et donc, un schéma de désintégration, c'est ça. On met de quel nucléide on part et où est-ce qu'on va. Et là, du coup, ça permet surtout de mettre le palier où on va avoir le cadmium, mais excité. Donc, on peut calculer toutes les énergies différentes. Là, il y a celle qu'on vient de calculer quand on passe de l'indium au cadmium excité, donc 2,74 mégaélectronvolts. Ensuite, il y a l'énergie de la particule gamma, 0,24 mégaélectronvolts, qu'on nous donne dans l'énoncé. D'ailleurs, là, c'est un grand V, il y a une erreur, mais c'est pas grave. Et du coup, si on additionne les deux, parce qu'on voit bien que ça se suit, quoi. Là, il y a deux réactions. Là, si on passait directement sans passer par l'état excité, on aurait
différence d'énergie de 2,98 mégaélectronvolts. Et maintenant on passe à la partie 2, qui est un peu plus tricky, mais ça se fait quand même plutôt bien. Donc Pinhead décide alors de se faire injecter 10 millilitres de sérum contaminé contenu dans une seringue rouillée contenant de l'indium 107 de période 32,4 minutes et d'activité 5,95 fois 10 puissance 3 curie par millilitre. Après 15 minutes, l'activité d'un échantillon de 5 millilitres de sang est de 1,1 10 puissance 12 becquerel. Ok. Question 1. Question 1 du coup de la partie 2, mais qui est la question 5 de l'exercice, pardon. Quelle est la valeur de la constante radioactive de l'indium 107? Bon, formule à connaître, absolument. Par cœur, très simple. La constante radioactive, c'est ln de 2 sur la période. Donc là, on le fait. On obtient une valeur d'abord en minutes, ou en secondes si vous mettez la période en secondes. Voilà. Du coup, ça fait soit 3,56 10 puissance moins 4 secondes moins 1, soit 2,14 10 puissance moins 2 minutes moins 1. On divise, la période est au dénominateur. Donc faites bien gaffe à ne pas oublier le moins 1 à votre valeur de temps, enfin votre unité de temps, pardon. Question 6. Pour réaliser le sérum contaminé, quelle masse d'indium 107 faut-il ajouter à 10 ml de sérum? Bon alors, notre solution, elle est donc de 10 ml et on nous donne son activité en curie par millilitre. Ce qu'il faut faire, c'est la remettre déjà en becquerel par millilitre. On bosse tout le temps en becquerel. Hein. On garde jamais des curies. Donc ça, la conversion, elle nous est donnée dans les données. Oui, ce qui est logique, finalement. Petite répétition, pardon. Donc, on fait... attendez, je vais quand même vous donner le calcul précis, mais... 1 curie, c'est 3,71 10 puissance 10 becquerel. Donc, pour passer de curie à becquerel, on multiplie par cette valeur-là. Donc là, c'est ce qu'on fait, et ça nous fait 2,2 10 puissance 14 becquerel par millilitre. Mais attention, on a toujours une activité là par millilitre, et nous, on veut l'activité totale de la solution. Donc là, c'est vraiment tout simple, c'est comme si c'était une concentration. On multiplie les becquerels par millilitre par le volume en millilitres, et ça nous donne l'activité totale de la solution en becquerel. Donc 10 fois notre valeur, ça fait 2,2 10 puissance 15 becquerel. On n'a plus qu'à appliquer... Du coup, M égale TAM sur Na fois ln de 2. TAM, du coup, c'est la période fois l'activité fois la masse molaire. La masse molaire, c'est 107, parce que c'est notre nombre de masse. On fait l'approximation, mais ça marche. Enfin, c'est ce que vous aurez à faire le jour du concours. Et du coup, Na, constante d'Avogadro, qui nous est donnée dans l'énoncé. La période en secondes, hein, hyper important. Et voilà. Notre activité qu'on vient de calculer. Donc on pose notre calcul et ça nous donne 1,1 mg. Donc dans notre seringue, on a 10 ml de sérum et on doit mettre 1,1 mg d'indium 107 pour obtenir l'activité totale voulue et même l'activité par millilitre voulue. Question 7, donc celle qui a pu poser un peu plus problème, mais qui vous a peut-être posé problème, je veux dire, mais qui n'est pas très compliquée. Ça se voit en TD, c'est peu probable que ça tombe au concours, mais ça peut, donc voilà, on fait une question dessus quand même. Quel volume de sang l'organisme de Pinhead contient-il en litres? Alors là, on utilise la formule qui est celle qu'on utilise beaucoup au S2, qui est celle de la dilution. Donc tout simplement, le volume fois l'activité par millilitre dans le sérum est égal au volume fois l'activité par millilitre dans le sang. On sait que dans 5 ml de sang, on a une activité de 1,1 10 puissance 12 becquerel. Donc, on prend cette valeur-là, on la divise par 5, et on obtient notre activité dans le sang en becquerel par millilitre. Hein? Franchement, il faut réfléchir comme si c'était une concentration, mais au lieu d'avoir des quantités de matière, on avait des becquerels. Enfin, au lieu d'avoir des moles, quoi. Ensuite, on reprend notre formule V1 fois A1 égale V2 fois A2, et on la manipule parce que nous on veut juste le volume de sang. On connaît toutes les autres valeurs. Donc le volume de sérum c'est 10 ml fois notre activité dans le sérum qui nous est donc donnée dans l'énoncé tout au début. On divise par l'activité dans le sang en becquerel par millilitre et ça nous donne 10 litres. Donc 10 litres, si vous avez à le calculer le jour du concours, ça peut pas être 10 litres parce qu'on vous fera sûrement calculer des volumes de sang dans l'organisme d'un être humain. Mais là, on est dans un truc entre guillemets de fiction.
Et si je vous avais pas mis, si je vous avais mis 5 litres comme dans le corps humain, vous auriez pu le trouver sans calculer. Donc voilà. C'est pour ça que là, on obtient une valeur qui serait aberrante le jour du concours. Si vous trouvez 10 litres, c'est pas normal. Je sais pas si c'est possible d'avoir 10 litres de sang dans son organisme. Par contre, vous pourriez avoir moins, en imaginons quelqu'un qui a fait une hémorragie, quoi. Et donc, dernière question, question 8. Au bout de combien de temps l'activité du sérum contaminé contenu dans la seringue sera réduite de 91,2%? Alors, moi, je fais la technique un peu bête et méchante, mais qui est la plus simple, quoi. C'est que je prends mon activité initiale, donc 2,2 10 puissance 15 becquerel, et ensuite, je calcule ma deuxième activité en multipliant par le pourcentage de ce qui reste. Donc là, ce qui va rester, c'est pas 91,2%, vu qu'elle est réduite de 91,2%, ce qui va rester, c'est 1 moins 0,912. Ok? Donc ça nous fait... enfin, il reste... je suis nul, j'arrive pas à le faire de tête, mais... Il nous reste 8,8%. Voilà. Donc on multiplie à 0 fois 0,88 et on obtient 1,936 10 puissance 14 becquerel. Et ensuite, on va utiliser notre formule qui nous donne la valeur d'une activité au cours du temps par rapport à A0. Et là, on va utiliser celle qui est... on n'utilise pas celle du cours du polycopier qui est plus compliquée, on utilise celle qu'on nous donne en TD qui est plus simple, qui est que l'activité d'un multiple fois la période de notre isotope est égale à son activité initiale, enfin l'activité 0, divisé par 2 à la puissance de ce multiple. En gros, on imagine que notre temps, c'est un multiple de notre période. Voilà, c'est tout. Et du coup, ça nous permet de dire que A0 est... enfin, que A de t est égal à A0 divisé par 2 puissance n. On manipule la formule encore une fois parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est n, ce multiple de la période, parce qu'on cherche un temps. Et ça nous donne ln de A0 sur A à un temps t sur ln de 2. On met nos valeurs, donc A0 qu'on a là, et surtout AT qu'on a ici, divise par ln de 2, et ça fait 3,5. Donc ça veut dire que le temps qu'on a, le temps qui est nécessaire pour réduire l'activité de 91,2%, il est égal à 3,5 fois la période de notre isotope. Donc ça fait 3,5 fois 32,4, ça fait 113,4 minutes. Autrement dit, ça fait 1 heure, 53 minutes et 24 secondes. Et voilà, du coup, c'est fini. J'espère que vous avez compris, que j'ai été à peu près clair. Au cas où, n'hésitez pas à envoyer un message à votre tuteur, tutrice ou à n'importe quel membre du tutorat que vous connaissez. Parce que la radioactivité, ça fait vraiment la diff le jour du concours, donc vous gourrez pas là-dessus. Puis je vous laisse du coup avec la correction de l'exercice 3. Salut! Bonjour à tous, on va continuer par le troisième exercice. Par un après-midi pluvieux, Georgie Dembro, un bout de caoutchouc et un imperméable jaune, décide de sortir afin d'essayer le bateau en radio-bord que son frère Bill cachait dans sa chambre. Une idée géniale lui vient alors, faire voguer le bateau de son frère dans le caniveau. Tout d'un coup, il se retrouve face à face avec un clown, qui se cachait dans les égouts et qui, afin de séduire le petit garçon, désintègre le bateau en carbone 12 et produit en effet un beau rayonnement particulaire. Ce rayonnement provoque 77 700 ionisations par centimètre, chaque ionisation consommant 36 électronvolts. On vous donne des données comme la masse de l'électron, quelques petites transformations, et on vous demande de calculer l'énergie cinétique maximale du rayonnement particulaire émis. Alors on commence par écrire la réaction. Le bore qui va se désintégrer en carbone et qui va produire un rayonnement particulaire. C'est une désintégration β-, vu que pour aller de 6 à 5, on doit soustraire 1. Ensuite, pour calculer l'énergie cinétique maximale, on a besoin de calculer le défaut de masse. Et on va utiliser la formule suivante. La masse des réactifs moins la masse des produits. Vous voyez qu'ici, on a la masse du bore moins la masse du carbone. Et on n'oublie pas la masse de la particule bêta. Elle est équivalente à la masse de l'électron.
Et vous voyez ici la transformation. On passe de kilogramme en unité de masse atomique. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce gros calcul si vous savez déjà que la masse de l'électron est 0,00055. Vous obtenez 0,01192 unités de masse atomique et on va multiplier le résultat, ce résultat, par 931,5 et on obtient 11,103 mégaélectronvolts. Pourquoi on fait ce calcul? Bien sûr que c'est correct de transformer les unités de masse en kilogrammes et ensuite de multiplier par 3 fois 10 puissance 8 au carré, mais ça va prendre énormément du temps. Du coup, c'est pour ça qu'on va multiplier par 931,5. Mais retenez qu'on doit toujours utiliser la masse en unité de masse atomique et on va obtenir le résultat toujours en mégaélectronvolts. Deuxième question. Concernant l'énoncé ci-dessus, quelle est la valeur de TLE en kiloélectronvolts par micromètre? Le transfert linéaire d'énergie se calcule par le produit entre le nombre d'ionisations et l'énergie pour une ionisation. On vous donne dans l'énoncé le nombre d'ionisations par centimètre. C'est pour ça qu'on doit le diviser par 10 puissance 4 puisqu'on doit obtenir une valeur en micromètre. Donc 1 centimètre est égal à 10 puissance 4 micromètres. Et on multiplie par 36 fois 10 puissance moins 3. Ici, c'est la même chose. On a besoin de la valeur en kiloélectronvolts. Et on obtient 0,28 kiloélectronvolts par micromètre. Question 3. En partant de l'énergie cinétique maximale du rayonnement particulaire, calculez la distance parcourue par la particule en centimètres. Je vous rappelle que le transfert linéaire d'énergie, c'est une perte d'énergie par unité de longueur. Donc pour calculer la distance, on va diviser l'énergie par le TLE. Et pour un TLE égal à 0,28 kEV par micromètre et une énergie de 11 103 kEV, on a une distance de 3,9653 cm. Question 4. Calculez le nombre de paires d'ions créés pour le rayonnement particulaire sur la distance totale parcourue. Le nombre d'ionisations par centimètre, il est donné dans l'énoncé et il est de 67 700 ionisations par centimètre. Et on a déjà la distance qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, pour calculer le nombre de paires d'ions créés sur la distance totale parcourue, on va multiplier la distance totale parcourue par le nombre d'ionisations par centimètre. Donc, on a besoin de la distance en centimètres et du nombre d'ionisations par centimètre. On fait le produit et on obtient 308 104 ionisations. Question 5. Calculez la distance entre deux paires d'ions créés. La distance entre deux paires d'ions créés, c'est l'inverse du nombre d'ionisations. Donc on va diviser 1 par le nombre d'ionisations. Et on obtient 0,129 micromètres ou 129 nanomètres. On prendra la valeur de 4,8 cm puissance moins 1 pour le coefficient d'atténuation linéaire associé au plomb et 0,2 cm puissance moins 1 pour celui de l'eau. La masse volumique du plomb est de 11,3 g par cm3. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. Question 6. Calculez les coefficients massiques d'atténuation du plomb et de l'eau. Pour calculer les coefficients massiques, on vous donne le coefficient d'atténuation linéaire et la masse volumique. Du coup, on fait le rapport
La réponse sera 0,42 pour le plomb et 0,2 pour l'eau. Question 7. Calculez les CDA respectifs du plomb et de l'eau. La CDA, c'est la couche de demi-atténuation. Donc, c'est une épaisseur d'un matériau, dans notre cas du plomb ou d'eau, qui va permettre d'atténuer le faisceau de moitié. On a la formule du CDA, c'est ln de 2 divisé par le coefficient, et on obtient pour le plomb 0,144 cm et pour l'eau 3,466 cm. C'est-à-dire que si notre vaisseau va traverser une épaisseur de 0,144 cm de plomb ou de 3,466 cm d'eau, il va être atténué de moitié. 8. Quelle épaisseur de plomb sera nécessaire pour atténuer l'énergie du faisceau d'un facteur 10? On vous propose deux méthodes. Pour la première, on va diviser ln facteur par ln de 2 et on multiplie par la CDA. Et on obtient 0,48 cm. Pour la deuxième méthode, cette deuxième méthode va nous permettre d'aller plus vite. Donc, on va remplacer la CDA par la formule qu'on a vue tout à l'heure, ln de 2 divisé par le coefficient linéaire. On simplifie et on obtient ln de facteur divisé par le coefficient linéaire. Et on obtient le même résultat, bien sûr, 0,48 cm. Question 9. Quelle épaisseur d'eau sera nécessaire pour réduire de 99,9% l'énergie du faisceau? On veut passer de 100% du rayonnement à 0,1%, ce qui fait un rapport de 100 par 0,1, c'est un rapport de 1000. Donc vous voyez, l'énergie initiale, c'est 100%. On veut réduire de 99,9%. Donc, on va rester avec une énergie de 0,1%. On va donc diminuer l'énergie du faisceau d'un facteur 1000. Et on peut, comme on a déjà le facteur et on a le coefficient linéaire, on peut utiliser la deuxième méthode qu'on a vue tout à l'heure, la deuxième formule pour l'épaisseur, et on obtient 34,54 cm. Et on va finir avec un QCM. Proposition A. Concernant les rayonnements particulaires, les rayons X sont d'origine électronique et les rayons gamma d'origine nucléaire. Eh bien, ça c'est faux. Parce que c'est bien vrai que les rayons X sont d'origine électronique et les rayons gamma d'origine nucléaire. Mais faites attention, ce sont des rayonnements électromagnétiques. Les rayonnements particulaires sont les particules alpha, bêta, les neutrons et les protons. B. Si on double la charge de la particule incidente, le TLE est multiplié par 4. Ça c'est vrai, si on double la charge, et on a la formule ici, vous voyez qu'elle est au carré. Donc si on double la charge, le TLE est multiplié par 4. C. Si on double la vitesse de la particule incidente, le TLE est multiplié par 2. Ça c'est faux. On voit la formule, c'est la même formule, et donc si on multiplie la vitesse par 2, elle est au dénominateur. Donc le TLE va être diminué par 4. D. Une simple feuille de papier peut arrêter un faisceau alpha. Ça c'est vrai, le faisceau alpha est peu dangereux en irradiation externe. Par contre, il est très dangereux en irradiation interne. Et E, l'effet quantum est indépendant du matériau irradié.
La proposition est bien vraie. Oui, voilà, on a fini. Merci pour votre attention et bon courage. Du coup, on se retrouve pour l'exercice 4. Je vais aborder plusieurs notions avec vous. La détection des rayonnements ionisants, la géométrie de comptage, la statistique de comptage et la dosimétrie. Donc, je vous ai mis un peu ce qu'il fallait connaître, donc les différents types de doses, la formule du facteur géométrique et la formule du taux de comptage. Du coup, on y va. Donc, pour la question 1, l'énoncé, je vous ai fait une question courte concernant la détection des rayonnements ionisants. Donc vous avez 5 items. Le premier, le taux de comptage est proportionnel à l'efficacité du compteur. Ensuite, la B, l'efficacité extrinsèque du comptage est proportionnelle au nombre de particules émises. La C, l'absorption améliore la détection du rayonnement par le détecteur. La D, dans un détecteur à scintillation solide, on utilise l'effet photoélectrique. Et enfin la E, l'effet Compton entraîne une surestimation de la source. Du coup, pour la A, donc en fait, l'efficacité du compteur est bien proportionnelle au taux de comptage. C'est bien ce que traduit l'expression littérale du taux de comptage. Ensuite, pour la B, l'efficacité extrinsèque est proportionnelle au nombre de particules. Donc ça, c'est faux en fait. Elle dépend du détecteur et de la particule émise, mais pas du nombre de particules. Ensuite, la C. Je vous ai mis l'absorption améliore la détection. Ça, en fait, c'est faux, c'est l'inverse. C'est la détection sera moins bonne s'il y a de l'absorption. Pour la D, dans un détecteur à scintillation solide, on utilise l'effet photoélectrique. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on retrouve notamment dans la photocathode, par exemple. Pour la E, alors oui, l'effet Compton entraîne une surestimation de la source parce qu'en fait, votre effet Compton, il va être à l'origine de rayonnements diffusés qui sont parasites et qui vont entraîner un bruit et donc une surestimation de l'activité. Ensuite, pour la question 2, donc c'est une application numérique que je vous ai proposée. Je vous ai mis un petit énoncé et quelques questions relatives à cet énoncé. Donc, on a un compteur de 1 cm de rayon qui mesure un taux de comptage de 15 000 coups seconde pour une source d'activité de 4 GBq à une distance de 50 cm. Donc, je vous demande dans un premier temps de calculer le facteur de géométrie G. Donc, on va voir tout de suite ça. En fait, pour calculer le facteur géométrique G, il fallait reprendre votre formule dans votre cours qui est égale à R au carré divisé par 4 fois D au carré. Donc R, c'est votre rayon qui fait 1 cm. On n'oublie pas de convertir en mètres. Et D au carré, c'est votre distance de 50 cm. Donc encore une fois, on n'oublie pas de convertir. Et pour les autres réponses, je me suis juste amusée à inverser la formule ou alors à enlever, rajouter des carrés. Donc si jamais vous êtes tombé sur une autre réponse, revoyez bien la formule. Pour la question 3, donc c'est toujours le même énoncé, sauf que là, je vous demande de calculer l'efficacité du compteur. Donc, l'efficacité du compteur, on peut la retrouver grâce à l'expression du taux de comptage que je vous ai remis ici. Du coup, si on isole l'efficacité du compteur, en fait, genre, on va retrouver 4 fois la distance au carré fois le taux de comptage divisé par l'activité initiale fois le temps fois le rayon au carré. Donc en fait, pourquoi on obtient directement ça? C'est juste aussi parce que j'ai remplacé directement le facteur géométrique par sa formule dans la formule du taux de comptage pour isoler l'efficacité. Aussi donc vous remplacez ça avec vos valeurs numériques, donc la distance 0,5 mètres, le taux de comptage, on vous dit 15 000 coups par seconde, l'activité initiale 4 fois 10 puissance 9 et R égale 0,01 mètre et votre temps est égal à 1. J'ai oublié de le préciser, mais voilà, c'est important, votre temps est égal à 1. Donc on remplace tout ça et on va trouver une efficacité égale à 0,038. Donc l'item A était vrai. Pour les autres items, c'est pareil, je me suis amusée à faire des oublis, donc de carrés ou des oublis de termes dans la formule.
Pour la question 4, c'est encore une application numérique peut-être un peu moins évidente. Donc la précision relative de la mesure, vous la retrouvez dans votre cours. Donc c'est égal à 1 divisé par la racine carrée de votre taux de comptage. Donc en fait, vous reprenez votre taux de comptage que vous avez là et vous remplacez dans la formule et vous allez tomber sur 8,16 fois 10 puissance moins 3. Donc on tombe bien sur l'item B. Ensuite, pour la 5, c'est des questions de cours. Donc, concernant la statistique de comptage, cochez là ou les bonnes réponses. Donc, pour la A, on a la désintégration radioactive est un phénomène stochastique suivant une loi de Bernoulli. La B, le taux de comptage peut être assimilé au nombre de coups mesurés. La C, le facteur géométrique est indépendant du détecteur. La D, la désintégration radioactive est un phénomène stochastique. Et la E, la statistique de comptage, elle demande une activité forte de la source avec un comptage court. Donc pour la A, en fait, le début de la proposition était vrai, sauf qu'en fait, ça ne suit pas une loi de Bernoulli, mais une loi de Poisson. Donc elle était fausse. Pour la B, votre taux de comptage peut être assimilé au nombre de coups mesurés. Du coup, ça c'était vrai. Si vous aviez réussi les exercices d'avant, vous devriez le savoir. C'est ce qu'on voyait par exemple ici, taux de comptage de 15 000 coups secondes. Du coup, voilà, le taux de comptage peut bien être assimilé au nombre de coups mesurés. Le facteur géométrique est indépendant du détecteur. C'est pareil, on l'a vu avant, votre facteur géométrique est égal à R au carré divisé par 4 fois D au carré, et D c'est la distance. Donc votre facteur géométrique, forcément, il dépend bien du détecteur, notamment de son rayon et de sa distance. La D. La désintégration radioactive est un phénomène stochastique. Donc ça, c'est vrai. Donc ça à savoir. Et la E, la statistique de comptage demande une activité forte de la source avec un comptage court. Alors ça, en fait, c'est faux. Ça nécessite un comptage long. Ensuite, pour la question 6, donc ça c'est un exercice, voilà. Donc je vous ai mis un petit énoncé. Monsieur X reçoit une dose équivalente de 20 millisieverts dans les poumons et une irradiation de 120 mg sur 0,5 m² de peau. On vous donne le facteur de pondération tissulaire de la peau égal à 0,01 et le facteur de pondération tissulaire égal à 0,12 avec une surface corporelle à 2 m². Le facteur de pondération du rayonnement est égal à 1. Donc, calculer la dose efficace reçue par le patient. Donc là, il suffisait juste en fait de retrouver la formule de la dose efficace qui est égale à la dose équivalente fois le facteur de pondération tissulaire. Donc ici, vous aviez 20 millisieverts dans les poumons avec un facteur de pondération tissulaire des poumons égal à 0,12. Du coup, il fallait faire le produit des deux, donc 20 fois 0,12. Et ensuite, on vous disait que vous aviez une irradiation de 120 sur 0,5 m² de peau avec un facteur de pondération tissulaire égal à 0,01. Donc encore une fois, il fallait multiplier les deux. Et ensuite, vous multipliez ça par le rapport entre le nombre de mètres carrés de peau sur le nombre de mètres carrés de votre surface corporelle. Et du coup, vous retombiez bien sur la proposition A, donc 2,7 millisieverts. Ensuite, pour la question 7, on vous dit que Madame Y reçoit une dose efficace de 20 millisieverts. Donc là, on vous demande cette fois-ci de calculer la dose équivalente. Donc je vais faire d'abord l'item A et B, vu que c'est des applications numériques. Donc votre dose équivalente, on va la calculer comme la dose efficace divisée par votre facteur de pondération tissulaire, donc soit 20 divisé par votre facteur de pondération tissulaire. Du coup, on trouvait bien 167 millisieverts et on trouvait bien 0,16 sieverts. Ensuite, la dose absorbée prend compte de la sensibilité des tissus. Alors ça c'est faux, ça prend pas en compte la sensibilité des tissus et du coup ça m'amène à l'item D, prend en compte la nature des rayonnements. Encore une fois, la dose absorbée ne prend pas en compte la nature des rayonnements. Donc du coup la E était fausse puisqu'il y avait des items qui étaient vrais. Je sais pas si je vous ai dit, mais pour la B,
en fait, j'ai juste fait une conversion 167 millisieverts, c'est égal à 0,16 sieverts, il suffit juste de faire x10-3, vu qu'on a mis devant. Ensuite, pour la question 8, pour chaque item, cochez là où les bonnes réponses. Donc, encore une fois, c'est du cours. Un facteur de pondération tissulaire peut être négatif. Donc ça, le facteur de pondération tissulaire, on y reviendra après. On va passer à la B d'abord. Le facteur de pondération tissulaire est identique pour la thyroïde et la peau. Le facteur de pondération du rayonnement est identique pour les particules alpha et les rayonnements gamma. Et la dosimétrie est utilisée en radioprotection. Et enfin, la dosimétrie utilise des films dosimètres. Donc, pour cette question, il y avait les items D et E qui étaient vrais. On va expliquer tout de suite pourquoi. Alors, un facteur de pondération tissulaire peut être négatif, ça c'est faux. Un facteur de pondération tissulaire est toujours positif. Pour la B, alors le facteur de pondération tissulaire est identique pour la peau et la thyroïde. Vous avez un tableau dans votre cours, enfin, où on vous dit les différentes parties, le facteur de pondération tissulaire associé aux différentes parties, aux différents organes. Et du coup, ça, c'était faux parce que celui de la thyroïde, c'est égal à 0,05, tandis que la peau, 0,01. Par contre, faites attention, ce n'est pas toujours pas identique. Il y a certains facteurs de pondération tissulaire qui sont identiques. Pour la C, le facteur de pondération du rayonnement est identique pour les particules alpha et les rayonnements gamma. Donc ça, en fait, c'est faux. Parce que, pareil, dans votre cours, vous avez un tableau et du coup, le facteur de pondération du rayonnement est de 1 pour les rayonnements gamma et pour les particules alpha de 20. Ensuite, pour la D et la E, la dosimétrie est utilisée en radioprotection et la dosimétrie utilise des films dosimètres. Alors, les deux propositions sont vraies. Encore une fois, ce sont des items de cours. Pour la 9. Donc là, je vous ai fait un petit énoncé. Pareil, encore des questions de cours. Du coup, à propos de la dosimétrie, cochez là où les bonnes réponses. Donc pour l'item A, je vous ai mis l'unité de la dose absorbée et le gré. La B, la dose engagée est exprimée en sieverts. La C, la limite annuelle de la dose efficace chez les travailleurs de catégorie A est de 20 millisieverts. La D, la dose efficace est égale au produit de la dose équivalente par le facteur de pondération tissulaire. Et ensuite, la dose absorbée correspond à l'énergie cédée par le rayonnement ionisant à la matière. Donc pour la A, l'unité de la dose absorbée est le gré. Ça, c'était vrai. Ensuite, pour la dose engagée exprimée en sieverts, encore une fois, c'était vrai. Pour la C, la limite annuelle de la dose efficace chez les travailleurs de catégorie A est de 20 millisieverts. Encore une fois, c'est vrai. La D, la dose efficace, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est bien égal au produit de la dose équivalente par le facteur de pondération tissulaire. Et pour la E, en effet, la dose absorbée correspond à l'énergie cédée par le rayonnement ionisant à la matière. Du coup, tous les items étaient vrais. Et du coup, je vous souhaite bon courage et continuez comme ça. Et bisous. Ok, salut à tous. Du coup, moi c'est Cyprien et on se retrouve à cette heure un peu tardive pour moi. On se retrouve pour l'exo 5 du coup de cette troisième armature de notre belle et chère matière qui est la biophysique. Ok, bon, je vous propose de commencer par lire l'énoncé. Donc, exercice 5. Pour fêter Halloween comme il se doit, notre cher Hannibal Lecter a capturé quelques grands-mères afin de cuisiner son plat préféré le 31 au soir, un ragoût de thyroïde. Cependant, pour s'assurer de la qualité de la viande et ne sélectionner que les meilleures pièces, il décide de faire passer à toutes ces pauvres mamies un examen de la thyroïde par scintigraphie grâce à une bêta caméra qu'il a spécialement volée pour l'occasion. Sous l'appareil, une de ses proies, un peu curieuse, l'interroge sur le principe de fonctionnement de la machine qui va l'examiner. Hannibal, se disant qu'en répondant à ces interrogations, il rassurera et attendrira donc la viande, décide de lui répondre. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai rédigé cet énoncé, mais on est bien dans le thème, du coup un peu horreur et creepy. Donc question 1, déjà, qu'est-ce que nous dit l'énoncé à part le fait bien sûr que je suis un gros détraqué mental pour avoir rédigé ça, il nous dit que on va s'intéresser là à un examen donc par scintigraphie et solide. Dans la question 1, aider Hannibal en indiquant là où les propositions exactes
concernant le principe de la détection à scintillation solide. La gamma, ici, là, on parle de bêta-caméra. La bêta-caméra, elle utilise ce principe physique-là. Donc, proposition A, l'effet physique utilisé est l'effet photoélectrique. Proposition B, ce détecteur est principalement utilisé pour la détection des ions. C, la photocathode convertit les photons incidents en électrons. D, le nombre d'électrons générés à la sortie de la photocathode est suffisant pour générer un courant électrique détectable. Et enfin, petit e, le réseau de dinodes amplifie le flux d'électrons généré par la photocathode. Ok, bon, ça c'est un petit schéma que je vous ai fait vraiment avec le cul, on peut se le dire, sur Paint, mais il a beau pas être très, très joli, il est très important et surtout il résume bien. En fait, si vous comprenez ça, vous comprenez tout sur la scintillation, sur la détection par scintillation solide, qui tombe très très souvent. Grosse récurrence, donc maîtrisée. En fait, on va avoir un photon incident, là, qui va venir, paf, interagir avec le cristal scintillant. Ce photon incident va être transformé en photon lumineux de scintillation. Les photons lumineux de scintillation, ils vont dans la photocathode qui les transforme en courant électrique, donc par des électrons. Sauf que, en fait, ce courant électrique à la sortie de la photocathode, il n'est pas suffisant. Et du coup, on va le faire passer dans un photomultiplicateur, ici un réseau de dinodes. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait en sorte que ça ressemble à ça. Et en fait, à la sortie du réseau de dinodes, le courant électrique il sera suffisamment élevé pour qu'on puisse le détecter. Coucou. Ok. Donc, question 1. Proposition A est vraie, c'est utiliser l'effet photoélectrique. La proposition B est fausse. Ce type de détecteur est principalement utilisé pour la détection des photons et non pas des ions. Attention, parce qu'au sein du cristal scintillant, il y a une histoire d'ions en gros. Il y a une interaction du photo-incident avec des ions, enfin bref, des ions qui s'arrachent, blablabla. Mais très important, vraiment, c'est photo-incident, photon lumineux de scintillation, clac, 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 courant électrique. C'est toujours le même ordre, ça bouge pas. C'est faux, la photocathode convertit les photons lumineux de scintillation en électrons, donc c'est le piège Enfin, c'est un peu ce que je vous expliquais là, on va y arriver en articulant, c'est qu'il ne faut pas confondre photons incidents. En fait, les photons incidents, ils sont nuls. Vraiment, ils sont nuls, ils sont pourris, ils servent à rien, ils arrivent juste, voilà. Alors que le photon lumineux de scintillation, lui, il est badass, et il fait le trajet entre le cristal scintillant et le photomultiplicateur. Donc vraiment, on s'en tabasse du photon incident. D, c'est faux. Le nombre d'électrons générés à la sortie n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'en fait le courant il passe par un photomultiplicateur. Et la E est vraie. Donc on coche A et E. Les propositions exactes à la question A sont A et E. Et je vous laisse lisez ça pendant que moi je fais une petite pause. Hydratation. Donc voilà. Ok. Et ben super, donc là on clôt cet énoncé-là avec un petit mème qualitatif qui vous fera réviser en même temps les chapitres précédents. Donc voilà, c'est bien marré, énoncé suivant. Donc là c'est un peu moins marrant, mais c'est très intéressant aussi, parce qu'on n'oublie pas en PACES, il faut rester un petit peu cultivé pour pouvoir s'évader. Donc là on a un énoncé plus historique qui nous dit que le 6 août 1945, à 2h45 du matin, l'Enola Gay, donc qui est l'avion ici, décolle de l'île de Titian avec Little Boy à son bord. Donc Little Boy ici, qui est, vous allez le voir après, à 8h16 et 2 secondes, 43 secondes après que l'avion eut largué la tristement célèbre bombe atomique, Little Boy du coup, celle-ci explose au-dessus de la ville d'Hiroshima. Oui, parce que tout le monde pense qu'une bombe ça explose quand ça touche le sol, non. En tout cas, ici, la bombe atomique explose au-dessus du sol pour que l'impact soit plus grand, fasse plus de dégâts. Les conséquences de cette attaque sont effroyables. Des dizaines de milliers de personnes tuées sur le coup, certaines volant même instantanément en poussière. Il y a une photo très connue là-dessus, de l'ombre en fait d'un gars qui a volé en poussière en fait, qui s'est fait vraiment rayer de la carte.
Et c'est un peu effroyable. Il y a vraiment l'ombre, en fait, de ce gars-là qui est imprimé sur les marches d'escalier d'un monument. Vous retrouvez ça facilement, c'est très connu. C'est un peu glaçant. Donc, volant instantanément en poussière comme rayé de l'histoire de l'humanité, des centaines de victimes sont irradiées, portant parfois sur plusieurs générations le fardeau de cette irradiation. Donc on voit là Enola Gay avec son équipage et Little Boy. Il faut savoir que déjà c'est effroyable hein, les dégâts que ça fait, mais aujourd'hui on est à bien plus. C'est quoi la bombe la plus puissante aujourd'hui? Ah bah attendez, ça va vous faire réviser un peu. Allez, donc ça c'est des bombes à fission nucléaire, où en fait c'est paf, ça va taper, il va y avoir une fission. Et aujourd'hui les bombes les plus puissantes c'est à fusion nucléaire. Donc la Tsar Bomba il me semble, et qui a un truc genre une cinquantaine de mégatonnes, donc c'est genre 50 millions l'équivalent de 50 millions de tonnes de TNT, c'est absolument énorme, et donc elle combine en fait, va procéder à une fusion de deux noyaux légers, et qui va dégager une énergie pas possible, et même que c'est la bombe la plus puissante jamais testée, mais qu'à la base elle devait faire 100 mégatonnes, quelque chose comme ça. Et le gars qui l'a conçu a dit c'est pas possible, ça va être trop dangereux, et d'ailleurs ce gars-là qui a conçu la Tsar Bomba, enfin on s'en fout un peu, mais c'est pour votre culture, le gars qui a conçu la Tsar Bomba, en fait, quand il a vu l'étendue des dégâts de sa création, il a milité activement pour la désescalade un peu nucléaire entre les États, et il a tellement milité contre justement les armes nucléaires qu'il a reçu un prix Nobel de la paix. Donc le mec qui a créé la bombe la plus puissante de l'histoire de l'humanité a eu un prix Nobel de la paix. Comme quoi tout est possible, toute reconversion est possible, toute réorientation. Petite dédicace à notre CM réorientation. Donc question 2. Partant du principe que l'irradiation subie ce jour-là fut ionisante, indiquez la chronologie correcte des effets ionisants de Little Boy sur les corps des exposés. Bon, là je vais pas vous lire chaque item, en fait c'est assez simple, c'est un peu une chaîne de conséquences, et c'est assez logique. Il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens, et l'ordre des choses est assez logique. Donc là la réponse exacte c'est la réponse D, toujours cocher D, hein. Quand vous ne savez pas, D comme Dieu, comme ça voilà, ça marche une fois sur deux. Et donc D, puisque dans l'ordre, en fait, on va avoir des effets sur les molécules, ce qui est logique, puis un effet sur la cellule, puisque la cellule est composée de molécules, puis sur le tissu, puisque le tissu est composé de cellules, puis sur l'organisme, puisque l'organisme est composé de tissus, et enfin un effet sur les populations, puisque les populations sont composées d'organismes, en fait. Donc c'est assez logique, vraiment, c'est pas... Il n'y a même pas besoin d'apprendre par cœur, ça. Faut juste faire preuve d'un peu de bon sens. Donc question 3. Certains des effets reçus ce jour-ci sont aujourd'hui qualifiés d'effets déterministes. Et en fait, ça signifie que... Faut pas que je prenne un ton aussi sûr. Donc cela signifie que A, la dose reçue fut moyenne à faible. B, ces effets sont liés à la mort des cellules. C, ces effets sont aléatoires. D, ils ont laissé place pour les survivants à la cicatrisation. E, leur seuil de manifestation pathologique est de 200 sievert. Correction, cela signifie que donc, la A est fausse, puisque la dose reçue, elle fut forte. La B est vraie. La C est fausse, et ces effets sont obligatoires, pas aléatoires. La D est vraie aussi. La E est faux, puisque le seuil de leur manifestation pathologique est de 200 millisievert. Très important, le petit M, vraiment, faites attention. On vous fait souvent des pièges un peu d'inattention comme ça, c'est parce que il faut pas, le jour du concours, que vous tombiez dans ce réflexe de passer vos yeux sur le sujet et non pas de le lire. C'est important que vous lisiez, quitte à vraiment s'arrêter un peu, se forcer à s'arrêter sur chaque mot. Il faut pas que vos yeux balayent vraiment l'énoncé en chopant juste les infos principales, parce que sinon vous loupez une proposition comme ça, un tout petit M pour millisievert, et vous avez foi à la question. Donc les réponses exactes B et D, super, voilà. Donc question 3, BD. Cependant, des années après, les scientifiques ont constaté une forte survenue de cancer chez les survivants de l'explosion due selon eux aux effets stochastiques. Cela signifie que, voilà, on pourra d'ailleurs... non. Donc oui, voilà. Donc, proposition A, je vous laisse le lire, vous vous familiarisez un peu, de toute façon vous connaissez déjà, je vais pas le relire. Mais, donc voilà. Vous pouvez remarquer le petit
le petit logo du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'était le projet justement pour créer ces bombes atomiques à la base. Et donc voilà, c'est les deux seules bombes qui ont été créées pour être et utilisées sur des civils. Donc voilà, un petit logo. À défaut de faire des blagues, parce que c'est pas très joué quand même. Mais du coup, correction, cela signifie donc A, c'est faux. Les effets sont dus à des doses reçues qualifiées de moyennes ou de faibles et pas de fortes. La réponse B, elle est vraie. La réponse C, elle est fausse, puisque ces effets sont liés à la survie des cellules lésées et à la modification de leur matériel génétique. Si c'était juste conservation, en fait, ça changerait rien. La vie suivrait son cours, mais du coup, voilà. Donc la D est vraie, toujours coché D, et la E est fausse, puisqu'il existe une augmentation avérée des cancers au-delà de 500 millisievert. Je ne vous ai pas piégé cette fois-ci. Donc réponse B et D. Concernant les effets des rayonnements ionisants in utero causés par la bombe en fonction de la phase, cochez là où les réponses inexactes. Donc oui, malheureusement, ça a des effets, in utero. Donc cochez là où les réponses inexactes, très important le inexact avec le doigt en peinture, là j'appelle 16 yes pour mettre bien en valeur. Donc très important, pareil, tombez pas dans le piège jour du concours d'un petit inexact planqué au milieu de 50 exacts. Et encore, sur cette matière, c'est pas beaucoup, mais dans les matières plus de par cœur, il y a souvent. Donc, proposition A, lors de la phase préimplantatoire, les malformations sont possibles. B, c'est lors de la phase embryonnaire que la radiosensibilité est maximale. C, lors de la phase fœtale, les malformations concernent principalement le cœur. D, c'est lors de la phase fœtale que la radiosensibilité est maximale. Et enfin E, le placenta absorbe tous les effets ionisants. Donc inexact toujours, on n'oublie pas. Quand il y a inexact, c'est bien beau d'avoir capté le truc et de dire ok, donc ces réponses-là sont inexactes et celles-là sont exactes, si au final vous reportez que les réponses vraies sur votre grille. Donc très important de cocher les réponses qui sont fausses et pas celles qui sont vraies, même si vous avez décelé qu'il faut mettre en valeur les réponses fausses. Donc la A par exemple, on la coche parce qu'elle est fausse. Lors de la phase préimplantatoire, les malformations sont impossibles. Ça, vous le voyez en plus en UE2, il y a un peu une matière de planqué, mais vous le voyez en UE2, en embryo, en fait, cette loi justement du tout ou rien. Et donc voilà, s'il n'y a pas de lésion, il y a grossesse normale, et s'il y a lésion, la grossesse s'arrête. Petit b, c'est vrai. Petit c, c'est faux. Lors de la phase fœtale, les malformations concernent principalement le cerveau et pas le cœur. Petit d, c'est faux. C'est lors de la phase embryonnaire que la radiosensibilité est maximale. Et le petit e est faux. Le petit e, c'était oui, le placenta absorbe tout. Non, c'est pas vrai. Il suffit de voir aujourd'hui les malformations dues par exemple à la catastrophe de Tchernobyl, ou même Hiroshima et Nagasaki. Mais Tchernobyl, c'est un peu plus proche de nous, il y a des malformations pas possibles. Le placenta, il absorbe rien, hein, quand on voit les malformations qu'il y a eu à cause de ça. Et d'ailleurs, dans quelques générations, enfin plutôt quelques années, on pourra observer sur la prochaine génération les malformations formées par la catastrophe de Fukushima récemment. C'était en 2012, quelque chose comme ça. Et là, on pourra voir, on pourra nous vraiment assister, parce qu'on a vécu la catastrophe, et là, on pourra vraiment comprendre que oui, le placenta, il absorbe rien du tout hein, dans ces cas-là. Mais voilà, donc très important de cocher A, C, D et E, et non pas la B, puisqu'on coche les réponses inexactes, on le rappelle, voilà, on est lourd, mais on le rappelle bien parce qu'on le rappelle jamais assez. Donc voilà. Et ben, yes, et ben, du coup c'est terminé. Cette cette grosse arma de biophi est finie, c'était la dernière. Donc ça nous fait tous un petit pincement au cœur, je pense. Mais en tout cas, on reste disponible. Très important, que ce soit sur le bureau virtuel, profitez-en vraiment, c'est un super service qu'on vous propose. Ou encore sur le forum, poser des questions à vos tuteurs, mais c'est très important, il faut jamais que
quand vous ayez une question, elle reste sans réponse. Donc vraiment, nous on est là pour vous, on est disponible, et puis surtout que là il reste quoi? Il reste genre 20 jours, un truc comme ça, un peu moins de 3 semaines, ouais. Et, euh, et du coup, c'est voilà, tenez bon. C'est bien déjà si vous avez fait, c'est super si vous avez fait cette arma parce que c'est le moment où il faut s'entraîner un max. Et puis, gardez le cap, gardez confiance, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre, prenez soin de votre mental aussi, c'est important. Et puis, le sommeil. Important. Plus vous gagnez en sommeil, plus vous êtes concentré le jour des épreuves, et moins vous tombez dans les petits pièges comme une lissière ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc toute la team biophysique vous fait des gros bisous, et puis surtout, tenez le coup, ça va le faire, et vous arriverez à bout de cette putain de passesse.